Finalement, l'agilité commence à avoir déjà une petite histoire derrière elle, déjà une bonne dizaine d'années. On a la chance d'accueillir parmi nous quelqu'un qui était là au début où ce genre de conférence, on le faisait plutôt autour d'une table de cuisine que dans un centre de conférence. Il a été responsable de l'association Agile France, il a siégé au bord de l'Agile Alliance et maintenant il préside aux destinées de l'Institut Agile. 10 ans d'agilité, 40 ans de crise. Merci d'accueillir Laurent Bossavit. Ça marche ? Ouais. Oui, tu disais autour d'une table de cuisine. En fait, t'es pas loin de la réalité historique du truc, puisque l'une des premières réunions des praticiens extrême programmés, autour de 2002, si ma mémoire est bonne, c'était dans mon salon. Littéralement, très littéralement. Donc on va plutôt dire 40 ans de crise, 10 ans d'agilité, pour être plus fidèle à l'historique réel. Donc oui, effectivement, certains d'entre vous ont peut-être déjà connu dans une autre vie. Pour cela, et puis évidemment pour ceux qui ne me connaissent pas encore, comme ça tout le monde sera à jour. Une présentation très très rapide de l'Institut Agile, juste après avoir remercié, comme tout le monde l'a fait, mais moi j'oublie parce que j'ai pas le bon template de présentation, les sponsors du Scrum Day. Bon, parmi lesquels certains d'ailleurs, dont Microsoft et Neoxia, sont également sponsors de l'Institut. Une nouvelle initiative qui vise à créer un référent neutre et indépendant pour mieux faire connaître ces approches agiles auprès des entreprises directement. Donc on va dire qu'il s'agit de prolonger au niveau des entreprises une action que j'ai menée depuis longtemps directement auprès des gens, des praticiens, des gens qui faisaient de l'agilité, qui utilisaient des pratiques agiles sur leur projet. Essayer de monter un petit peu de niveau. Promouvoir l'utilisation par les entreprises de ces pratiques, mais aussi le reste de cette présentation en fait va un petit peu vous aider à comprendre pourquoi c'était important pour moi de me lancer là-dedans, mieux les faire connaître, et mieux les faire comprendre. Un certain nombre de projets, je ne vais pas en dire plus parce que je vais avoir la fierté de vous les montrer un petit peu. Donc un certain nombre de partenaires, entreprises qui soutiennent l'Institut, Microsoft, Neoxia, Exakis, PIA, People in Action, je ne sais pas si Manu est dans le coin, Axon, UT7, Agile2You, vous avez peut-être déjà croisé Alexandre Boutin, Agilidé, vous avez certainement croisé Benoît Gantôme, c'est difficile de le louper, il est très grand, YAL, mes amis de Bordeaux. La dernière ligne n'est plus très à jour. Qui parmi vous en fait travaille, utilise des pratiques agiles ou s'intéresse à l'agilité tout simplement dans le cadre d'une entreprise utilisatrice? C'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui vendent de l'agile, mais des gens qui tout simplement l'utilisent dans leur projet. D'accord, un peu plus, une proportion peut-être effectivement plus importante que celle à laquelle je m'attendais. Pour l'instant, l'Institut est pas mal soutenu par des partenaires qui sont plutôt des fournisseurs ou des cabinets de conseil. J'espère que ça change et donc les personnes qui venaient de lever la main, il faut qu'on parle après. Bon, pour ce qui est de parler après, j'ai tendance, parce que le sujet m'intéresse, parce que ça me passionne, à être assez bavard. Mais là, ça tombe bien en termes de timing parce qu'il y a une grande pause après cette session. Donc on pourra assez facilement rester un petit peu ici à la fin du temps, manger un petit peu sur la fin du temps officiel pour la partie débat. Et alors, en plus, en ce moment, il y a une initiative, là je vois Oana qui vient de nous rejoindre, une initiative intéressante. Donc l'Institut Agile intervient au niveau français. Il y a aussi une initiative intéressante qui est en train de se monter pour essayer de resserrer un petit peu des liens au niveau européen. Donc ça, c'est une discussion qui est prévue pour après, pour environ 17h. Donc pour ceux qui sont vraiment accros à cette question de dire ok, que devient maintenant l'agilité, ce que je vous propose, c'est qu'on profite un petit peu aussi de cet espace pour aller en discuter avec d'autres personnes que ça intéresse. Hein, donc dans une logique
open space, auto-sélectionné, les gens qui se présenteront seront les bonnes personnes. Ça marche encore comme ça? Je gardais le pouce appuyé, je me disais je vais finir par avoir des crampes, mais c'est pas la peine. Ok, alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Ça vous parle? Qui a déjà vu cette image? Waouh. Ok. Vous savez à quand elle remonte? Voilà, c'est la version 2.0, super bien léchée et tout. J'ai retrouvé ce que je me suis dit, c'est quand même un peu idiot de vous montrer cette image dans sa version moderne. Elle date des années 70, hein, dans une session qui va être consacrée notamment à l'historique d'un certain nombre de sujets qui nous préoccupent. C'était intéressant de montrer. Donc ça, c'est un truc qui a été photocopié, refotocopié, ça a circulé sous la forme de photocopie de photocopie. C'est l'une des premières images virales, peut-être pré-ère de l'Internet. Alors évidemment, maintenant, des mèmes, comme on les appelle, on en a toutes les 30 secondes, le plus souvent avec des images de chats. Donc je vous rassure, il n'y aura aucune image de LOLCAT dans cette présentation. Vous en avez certainement vu d'autres aujourd'hui. Pour reprendre donc le fil officiel, on peut considérer cette image comme emblématique de quelque chose, modulo, on va dire, certains détails, qui a été à l'origine de la discipline qui fait finalement qu'on se retrouve aujourd'hui. Discipline qu'on a appelée le génie logiciel. Et une des motivations du génie logiciel, en théorie, mais je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus, c'était la fameuse crise du logiciel. Alors quels sont les symptômes de cette crise du logiciel, telle qu'on l'a décrit dans les années, le tout début des années 70. En fait, c'est vraiment fin des années 60 et on va identifier ça de manière un petit peu plus précise. Voilà, la caricature est assez facile. On a des grosses divergences, on va dire, dans la communication autour de l'objet du projet logiciel, autour de son procédé, hein, de la manière dont les choses sont censées se passer, des livrables annexes. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on a eu comme documentation. Elle est assez rigolote. Donc, les projets sont livrés en retard, ça coûte très cher, ça fonctionne mal. C'est installé plus ou moins de briques et de broc, les utilisateurs ne sont pas contents. Voilà, ça c'est les constats qui motivent à un moment une conférence. Vous avez tous entendu parler de ça ou qui déjà, est-ce que vous vous sentez impliqué dans cette discipline de génie logiciel? Qui est un ingénieur logiciel? Ou qui pense faire du génie logiciel, même à un autre titre qu'ingénieur. Donc quand même, bon, quasiment une grosse majorité en tout cas. Alors ce génie logiciel, ça n'est pas, ça n'est pas une loi de la nature. Il n'y a pas une loi physique qui dit, dès le moment où il existe un matériau qui s'appelle le logiciel, un objet qui s'appelle du logiciel, immédiatement, il s'ensuit qu'il existe une discipline de l'ingénieur qui l'accompagne et qu'on va appeler génie logiciel ou ingénierie du logiciel ou software engineering. Évidemment, les termes sont multiples. C'est une construction sociale. C'est quelque chose qui a été créé à un moment précis historiquement. Et donc, l'un des objets de cet exposé, c'est de vous convaincre qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons de s'intéresser à cet historique, de comprendre pourquoi cette conférence qui a lieu donc en 1968 dans une petite station de ski de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, un endroit charmant d'ailleurs au demeurant. Pourquoi cette conférence qui accueille 50 personnes parmi les plus éminentes sommités donc de ce qui ne s'appelle pas encore l'informatique, pour, soi-disant,
se confronter à la présence, à l'existence d'une crise du logiciel et à proposer des solutions. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les actes de cette conférence, en fait de 2 conférences successives, celle-là à Garmisch en 1968 et la suivante à Rome en 1969, sont disponibles en version intégrale en PDF sur le web. Je vais même vous montrer ce que vous pouvez récupérer. Donc là, on voit par exemple un des graphes. Celui-là est important, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Et donc il y a une bonne centaine de pages de texte qui font partie vraiment de l'histoire qui a fondé ce que nous sommes aujourd'hui en tant que profession. Alors, le génie logiciel, c'est donc la réponse à la crise du logiciel. Ça se passe en 1968. Aujourd'hui, on est en 2010. C'est donc les 40 ans qui sont dans le titre de la presse. Et donc le constat qu'on peut tous faire, et vous allez tous partager avec moi, c'est qu'après 40 ans de solutions, le problème est évidemment résolu. Et la crise n'existe plus. Si ? Vous n'êtes pas d'accord ? Ou bien, est-ce qu'aujourd'hui encore, on trouve des projets qui livrent en retard, qui livrent des choses qui ne satisfont pas les utilisateurs ou les clients, qui sont mal documentés, qui ne se passent pas comme on avait prévu? Bon, alors là, on peut commencer à s'interroger. On peut se dire quelle est la pertinence de quelque chose qui est proposé à un moment comme une solution et qui, 40 ans après, laisse apparemment l'essentiel du problème entier. Donc voilà, première étape de réflexion. Alors si vous lisez, si vous analysez les actes de la conférence, par exemple, il y a quand même des questions qui ont été définitivement résolues depuis 1968, des choses sur lesquelles on a connu de réels progrès. Je vais prendre, alors c'est pas 2 exemples en fait, hein, c'est les 2 seules questions que j'ai trouvées soulevées dans les actes de la conférence sur lesquelles je me suis dit, oui, aujourd'hui avec le recul, ces 2 questions sont réglées. Donc ce n'est pas 2 exemples de questions réglées, hein, c'est les 2 seules qui ont été réglées depuis 1968. La première, c'est un débat qui a vraiment agité au point qu'il y en a des pages et des pages dans les actes. Est-ce que les langages de haut niveau sont plus efficaces et plus productifs que l'assembleur? Apparemment, oui. Donc de ce point de vue-là, c'est bon, on peut tourner la page et passer à autre chose. Sauf si on travaille sur des plateformes extrêmement limitées en ressources, où là, il peut encore y avoir un petit débat sur le côté gaspillage par les langages de haut niveau. Deuxième question, donc réglée ou quasiment réglée, c'est est-ce que la programmation est une activité qui vaut mieux pratiquer online ou offline ? Alors en fait, ça c'est la terminologie de l'époque pour faire la distinction entre j'ai mon compilateur qui tourne sur la même machine où j'écris le programme, ça c'est la condition online, versus j'écris mon programme sur des fiches perforées ou sur un traitement de texte, mais ensuite je vais l'imprimer, je vais le donner à quelqu'un qui va le compiler et il me dira 2 heures plus tard ou le lendemain si ça a compilé sans erreur. Donc deuxième question résolue, oui, il vaut mieux avoir un compilo sur sa machine. Voilà. Et c'est tout. C'est les 2 seules questions qui ont été résolues par la discipline du génie logiciel, parmi celles qui étaient évoquées et considérées comme des questions ouvertes dans les actes de la conférence de 68. Pour le reste, et là je vais vous donner des exemples, des questions comme est-ce que quelqu'un qui manage des programmeurs doit-il lui-même avoir été un programmeur? Comment est-ce qu'il faut organiser la séquence des activités dans un projet? Donc celle-là, elle est un petit peu bateau. Bon, ça, c'est donc une des propositions qu'on fait à la conférence de 1968. Bon, en fait, vous repérez bien. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même pas totalement séquentiel. Donc notamment, ici on voit test development tout au long du process. Mais ça ressemble quand même à un processus bien séquentiel. Alors, je vous donne pas mal de détails sur ce sujet-là, notamment parce que j'aimerais aussi vous inoculer
vous immuniser contre un danger dès qu'on s'intéresse à l'historique des choses, qui est le danger des fausses histoires. On pourrait appeler ça les images d'Épinal, vous savez, les mythes, nos ancêtres les Gaulois, patati patati, des trucs un petit peu récités, mais qui ne sont pas forcément conformes à la vérité historique. En fait, je vous parlais de cette crise du logiciel. Ça, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment, après avoir déjà donné cet exposé un certain nombre de fois. Donc j'ai commencé à me dire, attends, les 2 premières fois, tu as raconté des bêtises à X centaines de personnes. En fait, cette histoire de crise du logiciel, c'est quand même plus ou moins un mensonge, quoi. Il y a une personne à la conférence de 68 qui essaye de faire passer cette idée qu'il existe une crise du logiciel. C'est le monsieur barbu qui est là. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? C'est vieux tout ça, hein. C'est Edgar Dijkstra. C'est la personne qui va écrire un manifeste assez célèbre, donc pas le manifeste agile, hein, l'article qui s'appelle « Go to considered harmful ». Donc on est quand même dans les années 80 hein, quand il écrit ça. C'est le temps qu'il lui aura fallu pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil de la programmation non structurée. Donc ça nous fait peut-être une 3e question qui a été résolue dans l'intervalle. Oui, la programmation structurée vaut mieux que la programmation avec des go-to. Donc on le doit en partie à M. Dijkstra. Et c'est lui apparemment qui essaye à toute force de faire passer cette idée qu'il existe une crise du logiciel. La plupart des gens disent non, crise, non, non, ça va comme ça va, quoi. Et donc lui essaye de faire passer cette histoire de crise du logiciel. Notamment, son intention, c'est qu'on essaye de créer une institution scientifique qui va mathématiser le travail du programmeur. Et donc, en fait, c'est ça, c'est l'impulsion. Créons une discipline qui s'appelle le génie logiciel, vient notamment donc, de ce monsieur-là et d'un certain nombre de ses collègues, qui le font passer en disant ah, « attention, ça ne va pas, c'est la crise ». Bon, et c'est important de comprendre ça pour... non pas parce que c'est intéressant en soi de connaître les détails précis de ce passé historique, mais ça vous donne une perspective sur ce qui peut se passer aujourd'hui. Quand on essaye de vous vendre telle ou telle chose, y compris d'ailleurs les approches agiles. D'ailleurs, puisqu'on en parle, donc ça... Donc je vous ai parlé de la conférence de 1968, et puis d'une conférence à l'autre, hein, parlons un peu de ce qui, à un moment, au moment d'ailleurs où moi je commence à m'y intéresser, ne s'appelle pas encore agile. Là aussi, c'est pas quelque chose qui a existé de tout temps, c'est quelque chose qui a une origine bien précise, avec laquelle vous êtes peut-être un peu plus familière, elle est plus proche de nous, qui s'est passé dans une station de ski. Coïncidence ? Conspiration, dans une station de ski aux États-Unis. Alors la première se passait sous l'égide de l'OTAN, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est aussi assez significatif. Dans la conférence de 68, on trouve que en fait, des scientifiques de haute volée, il y a assez peu de gens qui font partie de ce qu'on appelle, pas encore tout à fait, l'informatique de gestion, mais qui commence à émerger. Alors là, par contre, la conférence qui consacre le terme agile, comme permettant d'unifier Scrum, Extreme Programming, Crystal dont personne n'a entendu parler, et donc d'autres dont personne n'a entendu parler, sous le terme agile. C'est vraiment des consultants, hein. C'est des gens qui vivent du conseil à des entreprises qui continuent à avoir du mal à se dépatouiller de ces questions de délai, de roadmap, etc. Et ce que je voudrais essayer de vous donner, c'est un certain canevas pour comprendre le positionnement donc de ces approches agiles par rapport à une toile de fond qui est elle-même relativement récente, mais qui est quand même plus ancienne, qui est celle du génie logiciel. Alors, même si elle n'est pas totalement, même si c'est pas totalement avéré que le monde du logiciel est en crise, pour de vrai. Depuis 1968, on peut quand même garder à l'idée que ce discours de crise reste un élément historique important, quelque chose qui a toujours traversé notre profession, et donc qui va aussi servir à expliquer pourquoi à un moment on dit telle ou telle chose, pourquoi à un moment telle ou telle promesse est plus ou moins bien reçue.
Donc, avant 2001, on parle de Scrum, d'Extreme Programming, d'un certain nombre d'autres choses. Et toutes ces choses-là arrivent avec un jargon qui est assez mal d'ailleurs compris par la plupart des entreprises auxquelles ils s'adressent. On va parler de backlog, on va parler de sprint, on va parler de TDD. Un peu plus tard, on va parler de Kanban, de Pokayoke. Enfin voilà, il y a des termes empruntés au japonais, des termes dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Levez la main si vous n'avez jamais ressenti la moindre confusion face à la terminologie agile. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Si, Christophe, oh ben, c'est pour ça que tu réussis si bien. Alors, je vais revenir aussi sur cette question du jargon. Pour l'instant, on va juste poser ce constat-là, qu'il y a quelque chose qui existe à un moment qui est un discours dominant, qui est le discours sur le génie logiciel. Et puis, on voit arriver en 2001 un challenger qui s'appelle Agile. Et alors, on voit quand même assez rapidement des différences notables. Bon, pour ceux qui sont un peu nouveaux dans ce sujet de l'agilité et à travers les différentes conférences que vous avez pu voir aujourd'hui, qui sont focalisées sur Scrum, mais on a abordé à différents moments ce que c'est que le test, quelque chose qui vient plutôt d'Extreme Programming. Je ne vais pas non plus détailler tout ça, mais juste pour poser un peu un certain nombre de comparaisons. On va beaucoup plus raisonner en délai dans une logique agile, alors que dans une logique classique, on va raisonner en charge. On a une logique donc héritée de cette conférence de 1968 et d'une culture qui est née à ce moment-là, qui travaille beaucoup sur des référentiels documentaires, sur du reporting par des documents. Agile, c'est une culture qui est au contraire très axée sur l'oral, la conversation, l'interaction en temps réel. On avait, dans un discours hérité de la conférence de 1968, complètement axé la manière de penser le projet logiciel sur quelque chose de séquentiel. Et même quand on parlait d'itératif, c'était des grosses itérations. Dans le discours agile, on va aller vers des itérations très courtes, voire elles deviennent à ce point courtes qu'il n'y a plus d'itération du tout. Là, on va commencer à parler de Kanban. On a une logique du volontariat. C'est pas un chef de projet qui va me dire sur quelle tâche je travaille. C'est moi qui vais au taskboard et qui dit « Ah oui, tiens, bah aujourd'hui, je vais prendre ce post-it-là. » Pourquoi ? Parce que ça me paraît pertinent. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut avoir une discussion là-dessus. Il y a un côté un petit peu, entre guillemets, démocratique qui était absent du rôle traditionnel du chef de projet. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, comment comprendre ces différents contrastes ? Je voulais juste vous remontrer aussi le fameux article un truc qui est marrant, par exemple, c'est qu'on dit souvent l'agilité, c'est une réaction au cycle en V. Et le cycle en V serait un avatar de la cascade, et la cascade serait un concept qui a été introduit à un monde ébahi par cet article d'un monsieur qui s'appelle Winston Royce en 1970. Avant, on ne connaissait pas. Puis à partir de 1970, les managers, notamment de la défense américaine, découvrent cet article, et poum, il y a une espèce de révélation. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut organiser les projets. Et en fait, ça c'est le côté histoire un peu image d'Épinal, en fait, c'est une grossière erreur, parce que si on lit bien l'article de Royce, à un moment, il dit « Je crois en ce concept, celui qui est décrit dans la figure bien en cascade, mais cette implémentation est risquée et elle invite à l'échec. » Donc à un moment, les gens qui sont des adeptes de l'agilité sont fait des gorges chaudes de cet article-là en disant « Ah ouais, mais c'est n'importe quoi, en fait, on a installé le cycle en V, la cascade et tout ça, à cause d'une mauvaise interprétation d'un article où les gens n'ont pas lu le texte et ils ont juste regardé l'image. » Et en fait, s'ils avaient lu attentivement, ils seraient arrivés jusqu'à la page 2. Page 2, on commence à voir quelque chose d'un peu plus complexe. Et en fait,
La vraie proposition de Royce, c'est celle-là, figure 5, où on voit il y a tout un tas d'étapes préliminaires. Donc là, il a même été obligé de le mettre en travers. La vraie proposition, c'est ce truc-là. Je vais essayer de faire qu'il soit lisible, dans lequel on a une phase de prototypage au début, une phase de conception préalable. Enfin, et donc, il y a une espèce de discours simpliste qui dit oui, bah, c'est parce que les gens n'ont pas compris les diagrammes compliqués, ils ont préféré s'accrocher au diagramme le plus simple, et c'est comme ça qu'on a introduit la notion de la cascade. Bon, en fait, il faut se méfier de ce genre de choses-là, parce que si vous retournez aux sources historiques véritables, vous tombez par exemple sur ce diagramme-là dans la conférence de 68, c'est-à-dire 2 ans avant, qui montre qu'en fait la notion de ce cycle séquentiel, elle est déjà bien installée, bien établie avant ce fameux article, et qu'on ne peut pas faire porter l'entière responsabilité du cycle en V au pauvre monsieur Winston Royce. Et donc, enfin, par extension, l'autre chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas non plus interpréter le débat agile contre approche traditionnelle entièrement en termes de cycle en V, bout, pas bien, agile, ouais, super. C'est pas ça, c'est pas là qu'il y a de la valeur. D'accord ? Là où il y a de la valeur, c'est essayer d'articuler un débat qui soit un peu plus intéressant, un peu moins joué d'avance. Et un cadre conceptuel qui, moi, m'a beaucoup servi à comprendre ça et à l'analyser d'une manière plus pertinente, de savoir où il fallait aller regarder, quelles étaient les sources intéressantes, c'est ce qu'on appelle la théorie de la rupture. Donc quelque chose qu'on doit à monsieur Christensen. Je vais essayer d'aller un peu rapidement là-dessus parce que je voudrais qu'on garde un petit peu de temps quand même pour les questions. Donc Christensen distingue 2 types d'innovation. L'innovation de continuité. Alors c'est assez facile à imaginer. Hein. Aujourd'hui, vous avez des disques durs de 500 gigas en milieu de gamme, accessible. L'année prochaine ou dans 18 mois, vous allez avoir des disques durs de 1 Teraoctet, 2 Teraoctets, ainsi de suite. Voilà, ça typiquement c'est de l'innovation de continuité. C'est toujours les mêmes qui vous proposent des versions N+1 de leurs produits, toujours mieux, moins cher, en rognant sur les coûts de production. Donc l'innovation de continuité favorise plutôt les acteurs dominants sur un marché donné. Donc M. Christensen oppose à l'innovation de continuité l'innovation de rupture. Alors les caractéristiques de l'innovation de rupture sont évidemment inverses. Elle est caractérisée par... c'est pas forcément rapide. Hein. Rupture ne veut pas nécessairement dire que du jour au lendemain, un nouveau truc a déboulé, a éclipsé l'ancien. Parfois ça peut aller vite, mais parfois ça met de longues années. Mais ce qui caractérise l'innovation de rupture, c'est à un moment la disparition des acteurs dominants remplacés par le nouveau produit. L'autre chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est de constater, donc il a fait une étude extrêmement rigoureuse qui le prouve sur un certain nombre de domaines très précis, dont notamment vous allez rire, hein, mais c'est vraiment le sujet de son bouquin, les tractopelles et les disques durs miniatures, 5 pouces et demi remplacés par les 2 pouces et demi. C'est des sujets un peu arides quand on n'est pas un spécialiste, mais vous allez voir, il y a d'autres exemples plus parlants. Ces nouvelles technologies donc, qu'on considère comme de l'innovation de rupture sont initialement pas du tout compétitives avec les produits bien établis sur le marché. Ça se fait entre guillemets, je vais juste vous montrer l'illustration graphique, ça se fait en rattrapant par en dessous. C'est-à-dire que l'innovation de rupture, c'est une innovation qui se développe alors même qu'elle est totalement inadéquate quand on la juge à travers le filtre des critères de performance qui font que le produit dominant est dominant. Passons de l'abstrait au concret. Voilà ce qui apparaît dans les années 90 comme une technologie de rupture. C'est des choses souvent qu'on ne sait qu'après. On ne sait qu'une fois que le produit dominant a été éradiqué. Alors, ce qui est symbolique de ça, par exemple, c'est le dépôt de bilan de Polaroid. À l'orée des années 2000. Donc il aura fallu 10 ans pour que la photo numérique
passe du statut d'un gadget, ça coûte 1 000 $ hein, dans les années 90, et ça fait comme résolution, quelqu'un veut deviner, 301-240 en noir et blanc. À quoi ça sert? Enfin, vous êtes photographe, vous n'allez pas acheter ça. Même pour faire des photos de Noël, des photos de famille, vous n'allez pas acheter ça. Ça ne reste vraiment qu'à des ultra geeks. D'accord? Et pourtant, il y a quand même des secteurs d'entreprise, des secteurs de l'économie qui s'intéressent très sérieusement à la photo numérique. Ça m'a un petit peu surpris quand je l'ai lu, quand j'ai lu les études de cas. C'est les avionneurs, par exemple, qui sont des très forts clients de cette technologie. Pourquoi? Parce que les avionneurs, on leur demande de prendre une photo de toutes les pièces d'un avion qu'ils mettent en prod. Donc il faut tout documenter photographiquement. Par contre, ça ne les gêne pas du tout d'avoir une résolution pourrie, parce que s'il y a une résolution pourrie, ils se mettent plus près, ils prennent 4 photos au lieu d'une, et voilà, le tour est joué. Et donc, par contre, ce qui leur coûte cher à l'époque, c'est le coût de stockage, le coût de sécurité qui sont liés aux produits chimiques pour le développement des photos, ce qui doivent littéralement en prendre des millions. Alors qu'acheter des disques durs, vraiment aucun souci. D'accord ? Le critère qui fait que l'appareil, le Leica, le Polaroid, est considéré comme un produit excellent, c'est la finesse de l'image. Il est impossible de faire concurrence à ces gens-là sur la base du critère qualité de l'image, finesse de l'image, mais il est possible de s'installer sur un marché de niche avec un produit qui est totalement inadéquat, qui est jugé comme ridicule, et de développer petit à petit les performances de ce produit en augmentant ses parts de marché jusqu'à ce que, sur le long terme, elles finissent, donc ça c'est là où on en est aujourd'hui en 2010, par rattraper le produit dominant et s'être solidement installé dans le paysage économique. Vous me suivez? Alors si vous me suivez, vous devriez être capable d'appliquer ce modèle à Agile versus génie logiciel. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent outragés de cette expression Agile versus génie logiciel? C'est des trucs qu'on m'a dit, j'ai eu des retours, mais non, enfin, l'Agile fait partie du génie logiciel. Donc, je trouve justement le fait de se retrouver à un moment en débat là-dessus peut être une source d'idées intéressantes. Donc je me suis dit, ok, mettons quand même les pieds dans le plat, positionnons les deux comme s'il s'agissait de concurrents. Un truc qui est peut-être moins évident, c'est quel est le marché sur lequel ces deux choses-là se font concurrence. Agile n'est pas un produit sur étagère, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez aller acheter dans un magasin. Une piste qui peut vous aider à réfléchir là-dessus, c'est le marché de l'éducation. Réfléchissez à la formation initiale d'ingénieurs de développement ou chefs de projet qui sont souvent en fait, des gens qui sont passés par les mêmes cursus de formation. Là, il y a un choix. Est-ce que je vais m'orienter, ou plus exactement, un cursus de formation représente une ressource limitée. Donc les sujets qu'on va mettre dans un cursus, on va les allouer finalement en fonction de ce qui a la cote. Ce qui a la cote en ce moment, c'est le génie logiciel. Vous ne trouvez pas un master agile avec que des sujets agiles ou un diplôme d'ingénieur agile. Je trouvais ça intéressant, notamment à travers certaines présentations auxquelles j'ai assisté, m'ont fait revenir un vieux souvenir. C'est la première fois que j'ai fait une formation sur Extreme Programming. J'ai un jeune diplômé qui a levé la main et qui a dit « Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout ce que je me suis farci là pendant 5 ans, il faut que je l'oublie. » Bah, ouais. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de le voir comme ça, mais vous allez me dire si ça vous semble plausible. On voit quand même pas mal de gens, quand ils commencent à s'intéresser à ces approches agiles, à qui on est obligé en fait, de désapprendre un certain nombre de choses. Donc, une bonne partie de leur formation leur a mis des couches et des couches sur certains modèles ou certaines façons de voir les choses, qu'on est obligé ensuite de déconstruire. À grands frais, quoi, frais de formation, etc. Économiquement, c'est pas forcément super intéressant. Donc, si on l'analyse comme ça, on va se dire, bah, ok, le produit agile, c'est la part que ça occupe dans, par exemple, des cursus de formation. D'accord ?
Alors la question à 1000 €, peut-être plus, la question à 1 million, j'en sais rien, c'est de savoir si on est en présence d'une innovation de rupture. Ça veut dire que Agile est un produit inadéquat, inapproprié, ridicule, non concurrentiel, au moment où on l'introduit, donc je parle déjà de 10 ans en arrière, par rapport aux produits dominants. Sur quels critères? Ça, c'est la question. Oui, mais c'est ça que j'essaierai de vous faire. Je voudrais que vous ayez un switch. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation est prête à accepter Agile ou pas? Et nous, on a tendance, dans notre discours, nous les agilistes, à faire un espèce de jugement manichéen dans lequel on dit ouais, les organisations qui ne veulent pas accepter Agile, elles sont dans leur jus, c'est des vieux croutons. Et nous, on est des jeunes, rebelles. On va se présenter avec quelque chose de nouveau, c'est pour ça qu'on se fait rejeter. C'est un peu simpliste, voire simplet. Les organisations ne sont pas des entités complètement irrationnelles. Elles font des choix. Elles font des choix en fonction de certains critères de performance qu'elles ont été amenées à accepter comme rationnels d'un certain point de vue. Donc je vais acheter par exemple un disque dur sur la base de sa capacité. Je vais acheter celui qui me fournit une capacité suffisante au moindre prix. Ouais, il faut évidemment que ce soit suffisant pour mes besoins, mais ensuite je vais faire un ratio. Donc il y a cette idée de dire qu'il y a un critère de performance. Et les entreprises qui valorisent ce critère de performance restent sur le génie logiciel pour des raisons rationnelles, parce qu'elles leur apportent plus sur ce critère de performance. Les entreprises qui ont adopté Agile au début, c'est des entreprises qui valorisaient d'autres critères. Et là-dessus, Agile, solution nouvelle, donc innovante et innovation de rupture, leur a paru intéressant. Et donc, ils se moquaient bien de ce que Agile, les pratiques Agile soient inadaptées sur le plan de ce critère de performance, parce que ça leur apportait autre chose. Et encore une fois, vous saurez que vous êtes arrivé au bout de l'analyse quand vous comprendrez, en fait, dans ce cadre conceptuel, quel est le critère sur lequel le génie logiciel est dominant, quel est le critère sur lequel se bat l'agilité, qui n'est pas ce premier critère. Donc, je vais vous donner ma réponse, mais je voulais vous faire un petit peu mijoter là-dessus. Essayez de trouver au moins une hypothèse qui vous paraît plausible. Pour moi, et c'est même à la limite un jugement à l'emporte-pièce qu'on pourrait nuancer, le critère dominant qui explique le succès légitime du génie logiciel, c'est le contrôle. Ou peut-être la perception du contrôle. Donc vous allez voir comme ça certains des contrastes que je citais tout à l'heure mis dans une lumière différente. Pourquoi on fonctionne beaucoup par des référentiels documentaires? Parce que l'écrit, c'est la traçabilité. Donc c'est ce qu'on va pouvoir contrôler. On va pouvoir vérifier que les gens ont fait ce qu'ils ont dit et ont dit ce qu'ils ont fait. C'est un des proverbes de l'approche CMMI. Donc la traçabilité, l'auditabilité, le fait de pouvoir affecter et associer des responsabilités à des personnes font partie des choses pour lesquelles légitimement on va valoriser une approche entre guillemets cérémonielle, prédictive, parce qu'elle donne le sentiment au moins qu'elle confère un certain contrôle. Qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez des gens qui font des plannings avec des post-it. Ça peut pas marcher. Vous avez des gens qui replanifient quand ça leur chante, soi-disant en fonction de la réalité de ce qui a été livré. Ah oui, mais attendez, c'est pas sérieux. On n'a pas suffisamment de contrôle avec cette approche-là. D'accord, je ne suis pas en train de dire que l'agilité, c'est pas bien. Je suis juste en train de vous expliquer un peu le mode de raisonnement dans lequel on peut logiquement et légitimement se dire la solution qui est proposée avec des itérations, du planning visuel, des réunions quotidiennes, etc.,
ne nous apporte pas suffisamment de ce dont nous pensons avoir besoin, du contrôle. A contrario, qu'est-ce qui fait qu'au début, les marchés de niche auxquels s'adressent les tenants de l'agilité trouvent un écho? Là aussi, c'est ouvert à débat. Pour moi, c'est donc le génie logiciel, tendance historique, on va dire, c'est une philosophie du contrôle. L'agilité, c'est une philosophie du lâcher-prise. C'est peut-être un petit peu en creux, cette description-là, donc on va le dire plus positivement. C'est une philosophie qui vise à exploiter le talent, la créativité individuelle et collective. Et donc là, on comprend mieux, effectivement, comment ce débat s'organise. On va s'apercevoir que le génie logiciel, notamment, a fait l'impasse sur un certain nombre de disciplines qui ne redeviennent d'actualité que dans le cadre de ces approches agiles. Par exemple, la psychologie. Essayez de trouver une UV de psycho dans un cursus d'ingénieur logiciel, vous aurez du mal. C'est un truc que vous pouvez faire optionnellement si vous vous y intéressez, mais ce n'est pas en standard. Alors que vous avez certainement dû le voir à travers certaines des présentations du jour, les questions de qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise pour les gens qui étaient à la présentation sur Scrum Shore. À quelle présentation je pensais? J'ai pas forcément assisté à toutes celles qui étaient en rapport avec ces sujets-là, mais quels sont les frameworks qui permettent d'interpréter les différents modes de personnalité des gens. Tout ça va avoir une importance beaucoup plus nette dans une approche agile. Donc, l'idée, c'est de replacer tout ça dans une approche plus historique, plus dynamique, notamment avec ce cadre de l'innovation de rupture comme cadre explicatif, comme cadre théorique, entre guillemets. Combien il me reste, Christophe? 5 minutes. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de temps encore après. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment... en plus, il y a beaucoup de matière là, sur ce débat. C'est vraiment un débat intéressant. Pour faire une petite mise en parallèle des choses, ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est que maintenant, les choses sont lancées. L'agile, c'est la voie de l'avenir. Ces différentes pratiques, alors certaines sont en train de se mettre en place plus rapidement que d'autres. On a parlé de Kanban, par exemple, tout à l'heure dans la restitution de l'enquête. On parle un petit peu moins d'extreme programming, on a tendance à plus parler des pratiques de Scrum. Mais grosso modo, voilà, il y a un boulevard. Ça ressemblerait à ça, hein, si on regarde le parallèle avec une autre technologie qui a à peu près avancé à la même vitesse. Alors, ce sur quoi je voulais finir cette intervention, c'est un avertissement. C'est un avertissement qui consiste à dire c'est pas du tout gagné. Et ce cadre de l'innovation de rupture nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une innovation s'accroche, s'installe dans le paysage, ou au contraire échoue, se marginalise et devient finalement juste un souvenir. Ah oui, tu te souviens, le truc qui était sorti dans les années 90 et qui a failli, puis on ne sait pas pourquoi ça a disparu, on n'en parle plus aujourd'hui. C'est plus difficile de trouver des exemples, hein, parce qu'évidemment, c'est des choses qu'on a vraiment oubliées. Mais rien ne nous garantit que Agile ne fera pas partie de ces choses-là dans 5-10 ans. Alors déjà, en 2000, on parlait surtout d'extreme programming. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont familiers de Scrum que d'extreme programming. Alors on a tendance à dire, effectivement, maintenant, la méthode, ou le processus agile le plus connu, c'est Scrum. Mais attention, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, un petit challenger qui monte, c'est Kanban. Alors, vous avez des présentations dans lesquelles on essaye de se rassurer en disant, oui, mais Scrum et Kanban sont compatibles. OK. Faut pas perdre de vue ce côté rupture égale disparition de ce qui était à un moment un acteur dominant. Hein, c'est la vie, il y a des choses qui remplacent d'autres choses. À une échelle un peu plus large, on présente parfois Lean comme le successeur d'Agile.
Alors c'est pareil, il y a des gens qui essayent de se rassurer en disant « Oui, mais Agile et Lean ont toujours été compatibles, sont très compatibles ». Pour moi, c'est important de connaître la vérité historique des choses. Donc de bien faire attention, par exemple, quand on vous présente aujourd'hui des pratiques agiles ou des approches agiles, de faire attention si votre interlocuteur vous retrace aussi l'historique des choses, ou bien s'il prétend, s'il fait semblant, que Scrum, ça a toujours été comme ça. Du coup, ce sera toujours comme ça. Pour ceux qui ont lu 1984, George Orwell, c'est ce qu'on appelle des mécanismes orwelliens de réécriture de l'histoire. On a toujours été en guerre avec X, on sera toujours en guerre avec X. Et le lendemain, tiens, on a déclaré la guerre à Y. Ah oui, non, mais on a toujours été en guerre contre Y, on sera toujours en guerre contre Y. Les pratiques agiles en 2001, c'est grosso modo ça. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Scrum, si on le résume en termes de pratiques, c'est 5 ou 6 pratiques. Extreme Programming, c'est proverbialement 12 ou 13 pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on présente aujourd'hui comme faisant partie intégrante de Scrum qui n'existaient pas en 2001, à l'époque où on a créé ce fameux manifeste agile? Suspense, essayez de trouver des exemples de choses qui vous paraissent vraiment, vraiment nouvelles. Alors, ça va peut-être vous surprendre, les rétrospectives ne faisaient pas partie de Scrum en 2001. Ni la definition of done, ni le burn down. Le burn down, on vous l'a présenté comme une partie de Scrum ce matin pendant la session de Claude Aubry et d'Antoine. Oui, c'est vrai maintenant, mais c'est un ajout même relativement tardif, enfin relativement. Scrum, ça date, ça dépend qui vous écoutez, de 93, 94, 97. Les premiers articles ont été vraiment publiés dans les années 95-97, un tout petit peu avant Extreme Programming. J'ai vu dehors, il y a un poster qui exagère de manière totalement fausse historiquement l'antériorité de Scrum sur Extreme Programming. Scrum 91, Extreme Programming 99. Bon, c'est pas tout à fait ce que je sais moi sur ce sujet. Le planning poker, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Même le tableau des tâches, c'est quelque chose qui remonte à 2003-2004. D'accord ? Qu'est-ce qui explique en fait cette évolution historique? Alors, pour passer très vite là-dessus, en essayant de rattraper un peu le temps qui file, il y en a encore plein d'autres qui sont que vous identifiez peut-être plus facilement comme nouvelles. Les personas, DevOps, les A3, Kanban. En fait, quand on fait vraiment le compte, quand on essaie de faire un inventaire un peu exhaustif de ce que recouvre le terme agile en termes de pratique, c'est-à-dire que font les gens sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y en a, et encore, c'est un moment, il y a un choix arbitraire qui est de dire je pars avec celle-là, 60 pratiques décrites, détaillées par le menu dans l'une des livraisons de l'Institut Agile, qui est le référentiel des pratiques. Je vais vous montrer rapidement, mais en fait, je voulais surtout illustrer ce propos-là. En fait, Agile, c'est beaucoup plus surfacique que ce qu'on vous laisse croire, que ce qu'on laisse entendre dans différentes présentations. Ça me paraît important de rétablir cette vérité-là. Pourquoi ça s'est étendu ? Ça s'est étendu en fait parce qu'à l'origine, l'une des choses qui font que justement le produit agile n'est pas compétitif, c'est qu'il ne s'adresse qu'à des petites équipes colocalisées sur du développement greenfield, from scratch, pas de ligne de code existante, et qu'on ne sait pas, en 2001, on ne sait pas adapter Agile à des projets distribués, à des projets offshore, à des projets de maintenance, de TMA, de legacy. En fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas à cette époque-là. Mais c'est pas grave. Ça suffit pour trouver un petit marché dans lequel on va développer le discours, l'affiner, le faire évoluer. Et ça se fait en rajoutant un certain nombre de couches autour. Par exemple, on a vu tout à l'heure, la présentation de Claude Aubry et ses acolytes, que le Kanban était bien adapté pour des équipes de TMA. D'une manière un peu plus récente, les personas font partie des pratiques
qui permettent aux tenants de l'agilité maintenant de dire nos approches, nos stratégies sont adaptées dans des projets où il y a une forte part d'ergonomie. Avant, ce n'était pas le cas. Ça faisait partie des critiques du style, oui, agile, ouais, c'est bien, mais c'est pas très sérieux parce que ça ne couvre pas l'aspect user experience, etc., etc. On s'aperçoit depuis environ 2008 que ça s'intègre très bien, modulo différentes adaptations, avec des pratiques du type interaction design comme les personas. De manière un peu plus récente, on voit Lean et DevOps qui permettent d'argumenter l'idée que l'agilité se décline non pas seulement au niveau des équipes de développement, ce qui était le cas il y a 10 ans, mais à d'autres secteurs de l'entreprise. Donc notamment DevOps, c'est en direction des exploitants, et Lean, on atteint carrément les niveaux de la gouvernance. Alors, pour conclure, si vous vous rappelez ce que je disais il y a quelques minutes, une dynamique de rupture, c'est jamais gagné d'avance. Donc, rien ne nous garantit que Agile ne va pas, comme ça, disparaître. Et donc, alors, quand je dis Agile, j'englobe Scrum, Extreme Programming, grosso modo, l'ensemble de ces pratiques dont je vous ai parlé. Rien ne nous garantit que ça ne va pas être aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Même si on a 10 ans d'historique dans les pattes, ça n'est pas une garantie suffisante. Et notamment, je pense que ce qui fait qu'une innovation de rupture perdure et s'installe, c'est sa capacité à surmonter différents obstacles qui peuvent s'installer sur son chemin par des canaux qui sont souvent inattendus. Alors, pour reprendre très rapidement l'exemple de la photo numérique, le fait de pouvoir prendre des photos, les envoyer par Internet et récupérer un calendrier avec vos photos, ça a été un vecteur de développement. C'est quelque chose qui était imprévisible en soi. Ça dépendait d'une autre innovation, mais ça a permis quand même de dépasser un aspect un peu gadget et vraiment de s'installer dans le quotidien des utilisateurs de ce type d'outils. Première conclusion, si vous avez bien intégré le raisonnement sur une innovation de rupture ne se met pas en concurrence avec le produit dominant sur son critère majeur, il faut arrêter tout de suite ce délire sur les certifications. Je sais pas, qui est certifié Scrum Master? Bon, je vous en veux pas, hein, c'est plutôt good move. Voilà, bon, c'est 2 jours de formation. La formation elle-même vous en a certainement beaucoup appris et en soi, à mon sens, elle est valable. Le gimmick marketing qui consiste à les appeler certifications, c'est un contresens historique. Pourquoi? Parce que la certification est essentiellement un instrument de contrôle, un instrument de contrôle de qui est ou n'est pas certifié, donc finalement de qui a le droit ou pas le droit de revendiquer son appartenance à ce qui est quand même à l'origine une communauté. Donc les certifications agiles, c'est un contresens, c'est un oxymore, parce que c'est quelque chose qui serait théoriquement une émanation d'une communauté qui privilégie le lâcher-prise, alors que la certification, intrinsèquement, apparaît comme un instrument de contrôle. Là où, par contre, on n'a pas fait suffisamment, et il faudrait en faire beaucoup plus, c'est proposer de véritables alternatives sur des sujets qui préoccupent vraiment les managers et les décideurs, et notamment les acheteurs, sur les aspects contractuels. Et là, j'ai envie de dire, on est un peu à sec depuis 10 ans. Il n'y a toujours pas quelque chose qui est sorti qui serait un modèle spécifiquement français de contractualisation des projets agiles. Et pourquoi on est à sec en plus là-dessus? Parce qu'on ne peut pas se tourner vers nos collègues américains ou européens qui n'ont pas le même réseau de forces diverses et variées et d'influences qui détermine la dominance actuelle du contrat au forfait. Hein, le système avec les SS2I, les appels d'offres, les marchés publics, etc. L'équilibre de ces forces est spécifiquement français. Donc là-dessus, on est un peu à sec. Un point qui me paraît très important aussi, c'est qu'on continue à véhiculer le contenu de l'agilité par des explications essentiellement orales. Bon, comme je peux le faire aujourd'hui. Moi, j'ai une excuse, vous allez voir. On s'est refusé, quand même depuis 10 ans, à dire les pratiques agiles, c'est ça et ça, et on peut en donner une définition précise.
Un des symptômes que j'en vois, c'est des gens qui continuent à intervenir, à débarquer, si j'ose dire, sur des mailing lists et à poser des questions qui montrent qu'ils n'ont pas compris le concept de vélocité, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Alors pour le coup, je suis assez fier de présenter ça. Donc, cette session n'a pas vocation à faire de la pub pour l'Institut Agile, quand bien même il s'agirait d'une initiative non commerciale, mais juste montrer que c'est possible, de dire voilà à quoi ça ressemble, une espèce d'encyclopédie de l'agilité, dans laquelle vous allez avoir, c'est délibérément Wikipédia style. Vous avez une fiche par pratique. C'est quelque chose qui n'est pas finalement si extraordinaire que ça. Dire, vous avez tout un jargon, où est le dictionnaire ? Et pour vos interlocuteurs qui ne sont pas familiers de ce jargon, c'est quelque chose qui est indispensable pour arriver à établir la communication. J'ai une pierre de Rosette qui va me permettre de comprendre. Vous me parlez de vélocité à longueur de temps. Ok, alors attention, parce que moi, hier, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, dans mon équipe, il faudrait régler la vélocité à 80% parce qu'on a des gens qui vont partir en vacances. Régler la vélocité. Oui, non, attends, je t'explique. Viens, on va voir ensemble le référentiel des pratiques agiles. La vélocité, c'est quelque chose qui se mesure. C'est l'addition des estimations associées aux user stories qui ont été complètement terminées et bouclées dans une itération. Tu ne peux pas fixer une vélocité de 80% pour l'itération prochaine, ça n'a pas de sens. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment tenir compte du fait que les gens partent en vacances, ok, on peut avoir cette discussion-là. Mais si on se met à utiliser des termes, les uns et les autres, dans le même terme avec des définitions différentes, oui, il va y avoir des clashs. Donc parmi les différentes choses qui me semblent être des défis pour la communauté agile, en voilà au moins une qui en passe d'être résolue. Il me semble qu'il faut aussi adresser la question de la formation des ingénieurs et des formations diplômantes, mais au sens formation d'État. Commencer à se dire, ok, on continue quand même à enseigner le cycle en V dans les universités. Bon, donc on va continuer à avoir des gens débarquer qu'il va falloir switcher et reformater et leur réinstaller un nouveau logiciel. Et donc à mon avis, c'est ça vraiment l'avenir ambitieux, un peu blue sky de l'agilité. On va pouvoir passer à la partie je vous avais prévenu, hein, il y a vraiment beaucoup de matière à couvrir et donc du coup on peut profiter un peu de la pause. Donc j'espère vous avoir dit des trucs qui vous ont fait bondir, qui vous ont un peu outragé, pour qu'on puisse avoir une partie débat et donc se poser vraiment cette question. Maintenant, 10 ans d'agilité sur 40 ans de crise, et maintenant où on va. Merci. Oui, je reviens en arrière. Est-ce qu'on peut avoir la liste des sujets? Mais ce n'est pas du tout limitatif. Hein. Si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez m'interpeller, interpeller la communauté agile, interpeller le discours dominant du génie logiciel, allons-y. Aujourd'hui, on balance. Il y a une première question là-bas. Je vais répéter la question, c'est pas grave. Ah. Ouais. Est-ce... Est-ce que la métaphore du bâtiment est toujours pertinente ? Celle qui nous a donné des termes que nous chérissons, comme maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. C'est un truc intéressant d'ailleurs, ça aussi c'est quelque chose qui me paraît assez spécifiquement français. Les termes maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage n'ont pas vraiment d'équivalent en anglais. Donc les cultures anglo-saxonnes se sont inspirées un peu d'autres choses.
Alors pourquoi nous, effectivement, c'est le BTP, peut-être via le terme architecte. Oui, je pense qu'effectivement, il faut remettre en question ces différentes constructions par lesquelles, via telle ou telle métaphore, on s'impose des distinctions qui paraissent tout à fait artificielles, finalement. Je pense qu'il faut le faire d'une manière plus fine qu'en disant ne parlons plus d'architecte, ne parlons plus de maîtrise d'œuvre et ne parlons plus de maîtrise d'ouvrage, mais introduisons à la place un product owner et une équipe Scrum avec une nouvelle métaphore qui est celle du rugby. Parce que finalement, en quoi la métaphore du rugby est-elle meilleure ou plus justifiée que celle du BTP? Bah, c'est pas évident. Enfin, oui, enfin, sauf que les bâtiments évoluent aussi. Donc dans le bâtiment, on construit séquentiellement, hein, fondation, étage par étage. Il faut quand même savoir, il y a un bouquin de Stuart Brand qui est assez merveilleux, qui s'appelle How Buildings Learn, comment les bâtiments apprennent. Ça paraît bizarre comme concept, où en fait il explique du point de vue d'un architecte, un architecte du bâtiment, que cette image d'Épinal justement c'est séquentiel parce que c'est de l'architecture, elle n'est pas si justifiée que ça. Ça c'est une des choses, si vous retenez un certain nombre d'éléments de cet exposé, qu'est-ce qui se passe quand on dit, moi informaticien, je m'inspire de ce qui se passe dans le bâtiment pour donner des conclusions sur la manière dont on devrait faire les choses. On s'inspire de ce qu'on ne connaît pas pour parler de la manière dont on doit gérer ce qu'on connaît. C'est idiot. On doit s'inspirer de ce qu'on connaît pour dire comment gérer ce qu'on connaît. Ou éventuellement s'inspirer de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de dire, ok, je vais prendre le truc le plus caricatural que je puisse imaginer, donc comment ça marche un médecin, et je vais en tirer des conclusions, métaphoriquement, sur l'informatique. Je commets une double erreur. La première, c'est que je connais mal le monde de la médecine ou le monde du BTP, et la deuxième erreur, c'est qu'il n'y a aucune garantie que cet import métaphorique me donne des conclusions immédiatement justifiées. Il faut que je les étaie. Une autre question ? Ou une autre pique, ou une autre... Oui. On parle beaucoup en ce moment du rapprochement de groupes de pensée comme le PMI avec l'Agile. Il y a quelques années, faisant partie des deux mondes, il m'était interdit d'intervenir à un endroit en portant le badge de l'autre côté. D'accord. Opportunité, EPA, tentative de destruction de l'un par l'autre. OPA, c'est une métaphore boursière, je vais l'éviter. Qu'est-ce qui se passe quand le PMI offre, par exemple, une certification agile ? Quand vous avez un produit qui marche bien et que ça fait flipper le concurrent qui était content d'être installé dans la position dominante, évidemment, il va dire oui, nous aussi, on peut faire du développement rapide, on peut faire... C'est assez naturel que le succès d'un challenger se traduise à un moment par effectivement des argumentaires du type oui, mais nous on a toujours été agile, on a toujours vous imaginez quelqu'un qui dirait on est Polaroid, mais le numérique on sait faire aussi. Le truc c'est que pourquoi par exemple Polaroid a déposé le bilan? Parce que ça n'était pas dans leur alors je vais utiliser une métaphore biologique. Ça n'était pas dans leur apprendre donc avec des pincettes, ça n'était pas dans l'ADN de cette entreprise de faire de la photo numérique. Si ça l'avait été, ils se seraient approprié ce sujet et ils auraient proposé une solution concurrentielle, compétitive. Ça n'a pas été le cas parce que une entreprise qui s'est fondée, ça Christensen le démontre, hein, une entreprise qui s'est fondée, qui est devenue un mammouth autour d'une innovation, perd du fait de cette croissance, de toute la structure qui se met en place, et aussi du fait d'avoir totalement internalisé la culture de cette première innovation, perd la capacité de réagir rapidement à des choses extrêmement innovantes. C'est quelque chose qui pend au nez de tous ceux qui connaissent un jour le succès, y compris de l'approche agile, qui peut très bien, à un moment ou à un autre, être considéré comme en passe
comment dire, de s'encrouter, si j'ose dire, dans ses acquis et de voir... bon, alors moi, c'est une phrase un peu idiote, hein, « the next big thing », lui passer sous le nez. Je crois que ce que Laurent a à dire est tellement riche qu'il faudrait lui accorder un Scrum Day complet rien qu'à lui. Je vous propose de vous rapprocher de lui pour continuer à discuter. Si tu me permets une dernière annonce, en fait, Allez. parce que tu dis un Scrum Day à moi tout seul, un Zénith à moi tout seul. En tout cas, un grand bleu pour l'Institut Agile et des gens qui viennent avec. C'est moins drôle qu'un Zénith à moi tout seul, mais on est en train de le prévoir. Ce fameux référentiel des pratiques, on voudrait le faire connaître. Donc l'Institut Agile, je le répète, c'est vraiment une entité non commerciale qui cherche simplement à garantir plus d'excellence et une meilleure compréhension de ce que sont ces approches agiles. Donc on ne vend rien. Ceux d'entre vous qui êtes acheteurs, par contre, vous restez, mais justement pour qu'on parle en confiance. L'idée, ce sera de revenir, donc probablement ici. Le lieu et la date sont encore un peu flous, mais on pense au 28 avril, probablement ici, pour présenter de manière plus détaillée le référentiel des pratiques, la démarche de l'Institut, et peut-être justement, dans le prolongement de la réunion qu'on va voir tout à l'heure. Oana, ça se passe où Ok. Oana et moi, on va lever la main, et puis Pablo aussi. Et donc tout à l'heure, on lèvera la main, et ceux qui s'intéressent au réseau Agile Lean européen peuvent venir discuter avec nous. Et ceux qui s'intéressent aux 10 ou 20 ans à venir de l'agilité peuvent aussi venir prolonger la discussion. Et donc sinon, vous pouvez suivre le Twitter ou le blog de l'Institut Agile pour avoir l'annonce officielle. J'aurais juste laissé aux gens le temps de noter les bonnes adresses. Donc il y aura très rapidement l'annonce officielle de cette soirée spéciale lancement de l'Institut Agile, plus préparation du réseau Agile Lean européen. Voilà. Oui. Voilà, merci à tous.